Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être venus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va animer une table ronde sur le marché de la tech à Bordeaux. Je me présente rapidement, je suis Rémi Esclarabon, je suis fondateur de Yesterday, une plateforme qui aide des professionnels et qui les aide à développer leur réseau. Et je vais laisser les trois intervenants se présenter rapidement. Eh bien, bonjour à tous. Moi, je suis Damien Ratila, fondateur de Causae, qui est une plateforme aujourd'hui qui met en relation des experts avec des avocats. Euh, on est présent sur Bordeaux. On est une jolie boîte. Mon associé ici présente, Lucie Pravieux, euh, avec qui je travaille au quotidien sur cette boîte. Euh, c'est quelque chose pour nous qui représente beaucoup. On est arrivé après un parcours en passant par l'Allemagne, pardon, la Suisse et dans des grands groupes français et également en FinTech. Donc, je suis présent ici ce soir avec les membres de la table, ce débat. Merci. Bonjour à tous, je suis Barbara. J'ai travaillé dans le secteur de la tech depuis presque 20 ans. J'ai démarré plus dans la partie marketing digital avec une vision un peu technique du marketing. Et ça fait 7 ans que je suis dans le product management, spécialisée plus dans des secteurs assez réglementés comme la fintech ou la pharmacie. Voilà. Et je suis ici avec mes collègues pour parler du marché et l'évolution de ce marché actuellement qui dit beaucoup. Bonjour à tous, moi c'est Nicolas Delino, je suis le DSI, donc le directeur technique si vous préférez de DM Software, on est éditeur de logiciels d'aide à la messagerie bancaire et financière. Avant ça, j'ai beaucoup travaillé en ESL pour différents domaines, notamment du e-commerce. J'ai enseigné en école supérieure pendant 5 ans. J'ai fait aussi un petit peu d'informatique médicale, un petit peu aussi d'administratif au niveau d'un ministère. Et donc moi, toujours été au niveau du développement logiciel, qui est maintenant la direction technique. Et donc j'ai été aussi bien recruté en ESL que recruteur occasionnel ou que formateur. Merci un peu pour. La semaine dernière, quand on s'est rencontrés et qu'on a échangé ensemble, on a notamment parlé de la partie levée de fonds, parler justement de ce sujet et de la partie tech en France. Et notamment un sujet qui était vu, c'était le fait qu'on avait remarqué qu'entre 2020 et 2022, il y avait une baisse significative des montants levés en France. Notamment en 2020, je crois qu'on parlait de 14 milliards à peu près levés sur le territoire et on était tombé à 7 à peu près en 2022. Et j'ai remarqué quelque chose et je vais lancer avec ça. J'ai remarqué qu'à Bordeaux, il y a eu une relation inverse entre 2020 et 2022. Il y a eu une augmentation des montants levés. Et du coup, je trouve ça assez intéressant de montrer peut-être que dans notre écosystème, il y a quelque chose d'un peu particulier. Est-ce que tu veux commencer par ça, Marman? Oui, il y a beaucoup de petites pousses de start-up et de scale-up sur Bordeaux. On a un marché qui est très dynamique sur la tech, sur la tech, sur le médical, sur même tout ce qui est ESN. On a beaucoup d'entreprises qui se montent. Après, j'ai pas les chiffres sur le démarrage de 2025, donc je sais pas si la tendance est toujours la même. Je crois qu'il y a un petit ralentissement en 2025, même si de 2024 sur Bordeaux était meilleur que sur le marché national en levée de fonds. Donc c'est une commence à observer et c'est important d'aller monitorer des levées de fonds sur Internet sur Bordeaux pour pouvoir postuler et proposer sa candidature en amont des offres qui arrivent. Parce que ça permet des fois l'arrivée pile au bon moment lors d'une levée de fonds quand les personnes on recrute et elles n'ont peut-être pas encore connaissance de tous leurs besoins lors de la levée de fonds, mais ça permet de se positionner. Super intéressant. Et on avait parlé notamment de la partie de tout ce qui représente l'écosystème à Bordeaux aujourd'hui. Tu nous avais parlé de la structure d'accompagnement aujourd'hui, tu vois, en termes de formation qui t'accompagne. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet écosystème, sur ce qu'il y a à Bordeaux, en termes d'incubateur, d'accompagnement, de formation? Alors, au niveau des formations, moi, j'ai fait le wagon.
j'ai rajouté une brique des compétences à mes compétences pour pouvoir bien communiquer avec les développeurs, pour pouvoir bien appréhender tout l'ensemble de nos produits. Et donc, le wagon m'a apporté cette compétence-là complémentaire en développement SAC. Après, il y a peut-être de formation sur Mando, qui est très, très dynamique dans le secteur de la tech. Je ne sais pas si vous avez, vous, des choses à dire là-dessus. Je pense que oui. Alors, à Bordeaux, il y a énormément d'écoles de tech, que ce soit en développement ou dans les autres domaines. Il y a eu des tentatives de création de formations qui n'existaient pas forcément ailleurs en France à différentes années. À la connaissance, c'est encore le cas aujourd'hui. Il y avait eu, quand j'étais étudiant en innovation aux côtés de l'AO de Nuit, depuis il y a eu des innovations en termes de formation, de marketing digital, sur IA, sur pas mal de choses. Alors ici, c'est vraiment un secteur très dynamique du côté de la formation. Et quand j'enseignais il y a une dizaine d'années, sur un secteur de Bordeaux qui était très court, on avait recensé 25 écoles d'informatique de mémoire entre les jardins publics et les quais. Juste sur ce petit tronçon. Si on rajoute le reste de Bordeaux, Talence et j'en passe, on croule sous les écoles d'informatique ou les écoles de tech en général. Et si elles sont là, c'est bien parce qu'il y a aussi un marché présent pour accueillir toutes les personnes formées. Ben, moi, j'aimerais bien revenir sur le sujet des volumes de levée de fonds qui évoluent avec le temps au niveau national et même sur la région Bordeaux-Aquitaine. Ce que tu mentionnes, c'est très intéressant parce qu'on peut voir d'un côté un point qui peut être interprété comme négatif sur une baisse des levées de fonds globales au niveau national, mais peut-être que dans le passé, c'est énormément de startups qui ont été financées sur des valorisations extrêmement élevées. Donc la valeur d'une entreprise en fait a peut-être été surévaluée pendant de longues années et on voit cette baisse de levée de fonds car elle se rend compte que la valeur que les entreprises apportent finalement elle ne correspondait peut-être pas aux valorisations qui ont été annoncées toutes ces années-là. Mais par contre, le point qui est très intéressant, c'est que sur Bordeaux, ça augmente. Alors, on peut se soutenir et peut-être se dire qu'on a un regard plus juste sur ce que sont les entreprises, la valeur qu'elles créent et que nous allons dans le bon sens sur le niveau Aquitaine. Donc, on peut peut-être se réjouir de ce point-là pour justement postuler et participer à ces valorisations de ces entreprises. Et au niveau des accompagnements, de ce que j'ai pu remarquer en arrivant dans l'Aquitaine, puisque pour rappel, avec Lucie, mon associé, on est arrivé au mois de septembre, on a remarqué quand même des incubateurs en pré-accélérateurs, accélérateurs qui sont très présents sur la région, Unitech, Techno-West par exemple, et qui proposent des accompagnements assez structurés, qui financent et qui nous aident à se développer. Donc avec ma casquette d'entrepreneur, je me trouve plutôt bien accueilli en région Aquitaine. Voilà. Moi, je suis assez d'accord. Je suis moi-même accompagné dans une structure à Bordeaux. Et c'est vrai qu'il y en a de plus en plus et que l'accompagnement il a beaucoup évolué ces dernières années. On le voyait il y a quelques années, on pouvait lever un petit peu avec n'importe quelle solution, avec n'importe quelle idée. Il suffisait juste d'aller voir des investisseurs. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Il faut vendre quelque chose qui est rentable, qui a un navire qui semble potentiellement correct. Et les structures d'accompagnement ont beaucoup évolué à ce niveau-là pour accompagner justement les startups, les entreprises à évoluer sur ces sujets-là. Et tout à l'heure, tu nous parlais des ESM. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous expliquer déjà ce qu'est ESM pour celles qui ne connaîtraient pas forcément et nous en parler un peu plus sur où on en est aujourd'hui à Bordeaux. Est-ce qu'on a beaucoup de ESM? Alors, une ESL, c'est littéralement une entreprise des services du numérique. Ce qu'autrefois on appelait une SS2I ou une société de prestation de services, ou des fois des noms beaucoup moins élogieux que je ne vais pas citer, pas les casser le moral des gens. Mais en gros, ce sont des sociétés qui placent leurs employés en mission chez d'autres entreprises. Alors ça peut être sous forme d'intégrer les équipes de l'entreprise. Type personnel, ça j'ai vécu pendant pas mal d'années. Ça peut être pour
réaliser à distance un projet pour l'entreprise en question, que ce soit au sein de sa propre boîte ou dans les locaux du client pour être auprès du client, mais uniquement entre membres de cette même SL. Donc c'est aussi bien de la réalisation de produits que finalement faire le même travail qu'un employé. Et ce sont les principales entreprises qui recrutent dans la tech. Pour diverses raisons, on peut ne pas vouloir y aller. Il y a également des postes en dehors des ESLM. Je vais être clair là-dessus, on n'est pas obligé de passer par là. Mais il y a une quinzaine d'années, j'avais vu passer un chiffre que je n'ai pas pu vérifier, donc il est à prendre avec beaucoup de pincettes, et qui disait que les ESL, ça représentait 80% des emplois de la tech, du moins des recrutements immédiats. Donc c'est quand même des acteurs assez incontournables du marché. On se retrouve au bout de quelques années forcément confronté soit en direct au sein d'une ESL, soit à travailler dans une équipe où on a des collègues de travail qui sont des prestataires fournis par une ESL. Et ensuite, pour ce qui est du nombre, alors j'aime bien dire qu'il y en a 250 à Bordeaux, mais c'est un nombre que je compte complètement, c'est juste pour dire qu'il y en a énormément. Ça fait 16-17 ans que je surveille le marché des ESL, j'en découvre des nouvelles en permanence. Et il y en a de toutes les tailles à bord. On a aussi bien des toutes petites boîtes de quelques personnes que des ESL de taille moyenne. En titre personnel, j'ai été dans une trentaine de personnes. C'est pas du tout la même chose d'être dans une PLE ESL que d'être dans un grand groupe de disciplines collaborateurs et collaboratrices, comme j'ai pu être aussi pendant pas mal d'années. C'est des mentalités qui sont très différentes et il faut se dire quand on va dans une ESN qu'il tire un petit peu à la loterie. Parce que déjà, on va dans une entreprise qui a sa propre culture, sa propre façon de travailler. Et derrière, on va être placé chez un client ou chez le projet d'un client qui va rapporter sa différence. Donc, on va y trouver beaucoup de diversité, beaucoup de façons de travailler différentes, mais d'acquérir de très bonnes expériences. On peut choisir de faire carrière, ça peut se faire, ou on peut voir ça comme étant un emploi temporaire de quelques années, le temps de trouver un client chez qui rester. Et ça fait partie du business model des ESN, d'avoir des employés entre guillemets temporaires qui sont là que pour quelques années. C'est quelque chose de très courant et de normal. Si on a envie de trouver ça normal, en tout cas, c'est possible. Si je peux juste apporter un chiffre sur la French Tech qui recense les entreprises en tech. On a 49 ESN sur 100 entreprises considérées PTI ou grands groupes sur Bordeaux. Donc déjà, on voit une proportion, c'est très importante, d'ESN dans les grands groupes. Et après, quand on descend au niveau des startups scale-up, on est à plus de 200 au total entreprises ESN sur Bordeaux. Donc ça représente vraiment une grosse manne de recrutement. Et souvent, les grands groupes passent à travers les ESN et ensuite les employés sont débauchés des ESN pour aller dans les grands groupes. Ce n'est pas forcément de bonnes pratiques. C'est là et c'est très rare. On parlait tout à l'heure du montant en baisse des deux Big Fonds sur le territoire en France. Et je sais que quand on se préparait la semaine dernière, on avait échangé sur des méthodes qui marchent bien à l'étranger, notamment en Allemagne, quand tu nous avais parlé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui. Alors, moi, ce que j'aurais aimé confronter de ce que j'ai pu observer entre le marché allemand, notamment à Francfort, en ayant été sur place, ce sont des collaborations qu'on a pu voir entre, par exemple, des incubateurs et des grands groupes. Donc les grands groupes n'étaient pas seulement présents pour participer financièrement ou prendre des parts du capital des startups, mais elles étaient également là présentes pour organiser des groupes de travail, des ateliers et des ateliers de développement de produits. Et qu'est-ce qui était intéressant là-dedans, c'est que par la suite, ces grands groupes, et peut-être que je m'adresse à eux, adoptaient massivement les produits faits et co-créés avec ces jeunes entrepreneurs. Et en fait, ça les motivait à produire plus et à livrer des produits de qualité qui pouvaient être directement intégrés en entreprise. Et on y voyait là quelque chose de très fructueux. Et
Donc, c'est des modèles, en fait, j'ai commencé par dire que je souhaitais venir opposer ou pas. Mais en fait, moi, je veux juste dire que ça serait bien de s'en inspirer et de pouvoir mettre des dispositifs qui s'en rapprochent et de créer de la collaboration entre des jeunes boîtes et des grands groupes. Et en fait, cet écosystème-là peut profiter à vous, public qui êtes là aujourd'hui, pour intégrer des boîtes plus jeunes et non pas directement essayer de rentrer dans des grands groupes. En passant par des petites boîtes, vous pouvez évoluer dans votre parcours pour intégrer des grands groupes. Ouais. C'est vrai que ce format de collaboration, de partenariat, ça permet de financer l'innovation, de financer la tech de demain. Et c'est assez intéressant. Je sais qu'il y a des initiatives qui se font dans la région, notamment dans la French Tech, qui lance ça aussi, pour mettre en relation des grands groupes et des startups. Ouais, non, mais ça va dans le bon sens. Alors, j'entends. C'est bon signe. Ensuite, pour rebondir, peut-être que les compétences recherchées sont peut-être de plus en plus compliquées à comprendre du point de vue de l'entreprise, comme des rechercheurs d'emploi ou des personnes qui sont en reconversion. Et on va sûrement y revenir. Et je te laisse passer la suite. Et puis justement, je voulais parler ça sur les compétences sur l'innovation. Lorsqu'on échangeait, on parlait justement des nouveaux secteurs qui évoluent. On parlait d'IA, on parlait de différents sujets sur la sécurité des données, sur tous ces sujets-là. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas des fois un écart qui se fait entre ce à quoi on forme des jeunes aujourd'hui, excusez-moi, ce à quoi on forme les gens aujourd'hui et les besoins réels du marché des entreprises en face? Et moi, je pense que ça a un peu toujours existé, cet écart entre l'enseignement et l'entreprise. C'est peut-être un peu moins flagrant maintenant parce que l'enseignement se diversifie. Avant, on avait des écoles d'ingénieurs, l'université, l'école de commerce. Maintenant, on a plein de petites écoles spécialisées dans plein de domaines. Après, c'est difficile pour un candidat de se retrouver dans tout cet écosystème de l'enseignement et de savoir ce qui va réellement plaire à l'entreprise. Parce qu'on voit dans les offres d'emploi, on a toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose, qu'on n'a pas fait, je sais pas, telle partie d'outils qu'il y a qu'on n'a pas vu. Donc, il faut se remettre à jour. Et ensuite, le marché change énormément actuellement. Et je ne sais pas si toutes les formations sont vraiment à jour sur les évolutions du marché actuel. Donc, on en voit qui font beaucoup de publicité sur les nouveautés du marché, mais on ne sait pas réellement ce que ça donne face aux entreprises, puisqu'on a un petit mou du marché de recrutement depuis quelques mois. Donc, est-ce que ces évolutions sont payantes par la suite? Pour l'instant, c'est une grande question. Non, je voudrais juste compléter un petit peu. En gros, on a deux stéréotypes dans l'enseignement. D'un côté, les formations ont plus tendance à être universitaires, qui se veulent très théoriques, on a des acquis sur le très long terme. Et mon petit personnel, j'ai fait la fac de Bordeaux 1 juste à côté d'ici, et tout ce que j'ai appris en 7 ans passés là-bas, ça me sert encore quasiment tous les jours aujourd'hui. Maintenant, ça fait pas très joli sur un CV. On va être honnête. Le don des diplômes pesait plus sur mon CV que le nom des matières que j'ai acquis là-bas, qui se sont barrés en deux. Et à côté de ça, il y a un autre stéréotype qu'on retrouve beaucoup plus dans les grandes écoles où j'ai enseigné, qui est beaucoup plus une vision très court-termiste des études. L'objectif des études, c'est de trouver un mot à la sortie, point. Et du coup, c'est une caricature. Et du coup, on a beaucoup d'enseignements très spécialisés, très relatifs en théorie à l'état immédiat du marché. Alors c'est très difficile de doser l'état illégal du marché dans les écoles et de trouver des formateurs appropriés. Donc c'est souvent un pari qui est pris. Et le constat fait chez beaucoup de gens formés dans ces écoles-là, c'est que la majorité de ce qu'ils ont appris, au bout de 5 ans, 10 ans pour les cas les plus intéressants, ont énormément perdu leur valeur. Par contre, ces personnes ont appris à apprendre et continuent de se former et ont la même valeur sur le marché du travail que les autres. Soyons très clairs là-dessus, il n'y a pas forcément un diplôme qui est largement meilleur qu'un autre ou largement plus mauvais qu'un autre.
Ce sont des approches vraiment différentes. On a cette chance en France d'avoir des tonnes de formations de tout type adaptées à tous les profils. C'est plus dur de trouver la formation qui nous correspond qu'une formation de cours dans le bon domaine. Maintenant, le défaut de ça, c'est que déjà, c'est compliqué de s'y retrouver quand on cherche une formation, il y en a trop. Et d'un autre côté, c'est compliqué pour les écoles de se tenir à jour avec toutes les évolutions qu'il y a. Aujourd'hui, on a des évolutions très visibles du grand public, de l'IA, de la data, de choses comme ça. On a plein de buzzwords sur lesquels on a envie d'être formé, et c'est compliqué de trouver des formules à faire pour des technos qui sont toutes nouvelles. Mais en fait, il y a 20 ans, c'était d'autres choses qui étaient nouvelles à la mode, qui n'étaient pas forcément aussi visibles du grand public, qui posaient les mêmes problèmes aux écoles. Il y a 25 ans, pareil. Il y a 30 ans, pareil. Il y a 50 ans, pareil. C'est un problème récurrent. Et certaines écoles sont plus douées pour arriver à suivre les besoins du marché que les autres. À ce niveau-là, je n'ai pas d'excellents conseils à donner pour arriver à s'y retourner. C'est assez compliqué. Le plus simple, peut-être, c'est de comparer des propositions de formation de plusieurs écoles, de voir si ce qui est proposé par une se retrouve chez d'autres. Si c'est le cas, ça a quand même de bonnes chances d'être assez fiable. Alors, pour rebondir et apporter mon regard, nous, ce qu'on peut observer, en fait, et un point d'attention sur lequel j'aimerais faire, c'est, je pense que les entreprises, aujourd'hui, doivent regarder de l'intérieur les compétences nécessaires et réelles pour évoluer. C'est-à-dire qu'on a bien vu des formations émerger et diplômantes en Bac+5, avec des profils managériels, avec des profils très compétents. Et en parallèle, on a évoqué l'essor des ESN, notamment dans la région, qui proposent des solutions pour les grands groupes. Donc cela fait que les grands groupes adoptent massivement des produits très à l'emploi aujourd'hui. Mais quand on regarde de l'intérieur une entreprise, à un moment donné, une solution, il faut la maintenir, il faut la paramétrer, il faut la mettre à jour. Et pour cela, on a besoin de profils différents. Non pas forcément des profils très expérimentés avec de grands diplômes. Et là où je veux en venir, c'est que ça peut être une opportunité pour vous. C'est-à-dire que des profils de techniciens, de techniciennes sont très recherchés et de plus en plus. Et nous pensons que ce sont vraiment des profils qui vont être nécessaires au maintien des grosses technologies que les entreprises adoptent massivement. D'ailleurs, dans ce sens-là, c'est pour ça qu'avec mon associé, on propose par exemple des ateliers où on vient former sur des compétences techniques en un temps très court, pour pouvoir ensuite faire des partenariats avec des entreprises pour maintenir ces solutions. Et peut-être que là, on viendrait réduire ce décalage qu'on observe sur le marché entre les diplômés en Bac+5 et finalement ce qu'on a réellement besoin en entreprise. Est-ce que c'est vraiment ces genres de profils-là qu'on a besoin aujourd'hui? Peut-être que c'était le cas il y a quelques années pour justement monter en compétences, mais aujourd'hui, ça reste une question à se poser et je pense que ça peut être une grosse opportunité aujourd'hui pour vous de se former sur des compétences techniques pour pouvoir intégrer des entreprises, et la demande augmente et va augmenter. Et quelle est la qualité que vous recherchez le plus? Parce que vous avez tous les trois des entreprises totalement différentes. Vous avez peut-être déjà recruté, vous recrutez ou vous allez recruter. Quelle est la qualité que vous recherchez le plus dans la tech? Est-ce que vous recherchez des experts d'un domaine? Est-ce que vous allez chercher de l'adaptabilité? Et que vous cherchez le... Moi, c'est plus l'adaptabilité. J'aime bien recruter des profils qui ont une capacité d'apprentissage et de curiosité. Et je vais plus faire attention aux soft skills réellement qu'aux compétences. Pour un CV équivalent, je vais regarder comment la personne se comporte et la curiosité qu'elle va amener, parce que ça va me permettre de savoir qu'elle peut évoluer par la suite. Avoir quelqu'un qui reste tout le temps sur les mêmes acquis, pour une entreprise, c'est pas toujours intéressant. Il y en a que ça intéresse, mais dans l'ensemble, les entreprises ont une vision de croissance et ils ont besoin que les personnes soient embarquées dans cette croissance. Alors, je suis entièrement de cet avis et je vais compléter un petit peu. De mon côté, je me suis retrouvé à recruter aussi bien
dans des équipes un petit peu volumineuses que dans des équipes très réduites. Aujourd'hui, on est une équipe muscle, on est 4 dans le Vro, et on a tous un type de profil très différent. On occupe des postes très différents. Si je recrute une personne, c'est pour doubler la taille de sa propre équipe. Donc je ne vais pas du tout chercher les mêmes qualités bien techniques que humaines en fonction du poste pour lequel je recrute. Alors, ça peut sembler être une évidence, mais en fait, il y a un point où ça va considérablement changer. C'est que le premier fit, ça va être les diplômes, la formation, les technologies, le savoir-faire. Et ça, c'est juste le premier fit. Après, on va regarder, en fonction du poste, en fonction de l'équipe dans laquelle on va intégrer la capsule, comment est-ce qu'elle va s'intégrer dans le groupe? Est-ce qu'elle a besoin d'être très autonome ou est-ce qu'on a plutôt besoin de quelqu'un qui a un profil de suiveur ou de suiveuse? Ou est-ce qu'on a au contraire besoin de quelqu'un qui drive des projets? On va beaucoup regarder ces qualités-là. Et c'est moi ce que je fais, mais en fait, c'est ce que font la plupart des personnes qui recrutent. On va chercher des prérequis et après, on va chercher des traits de caractère. Et c'est très difficile de mettre en avant sa personnalité sur un CV. C'est extrêmement difficile de le faire de façon convaincante et qui sorte un peu de l'ordinaire. Mais c'est extrêmement important d'essayer. À défaut de réussir à y arriver très bien, au moins s'il y a déjà quelque chose d'écrit, s'il y a quelques qualificatifs bien mis en avant pour dire moi j'ai plutôt une personnalité qui s'intègre, moi j'ai plutôt une personnalité qui drive, moi je vais plutôt faire de la création, c'est très important de les mettre en avant, ces qualités humaines. Même si elles occupent qu'un petit espace sur le CD, on a vraiment besoin de les voir, c'est ce qu'on cherche. Eh ben, pour ajouter un mot, nous, personnellement, avec Cosae, on est sur un développement très précoce de notre entreprise. Donc, ce n'est peut-être pas pertinent d'échanger sur nos besoins actuels, car ça va être de gros profils techniques, avec de l'expérience pour aller très vite dans l'évolution de notre entreprise. Mais c'est un cas particulier parce qu'on est vraiment sur la phase de démarrage. Mais quand on parle d'ESN et de moyennes entreprises, grands groupes, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il est vraiment essentiel aujourd'hui de regrouper et d'embarquer toute une société dans des politiques. Par exemple, cyber. Si je prends l'exemple de la cybersécurité, qui est un secteur et un domaine prometteur et dans lequel des reconversions peuvent être possibles, eh ben, l'essentiel des politiques cyber dans une entreprise, c'est vraiment d'embarquer la société complète dans une façon de penser, dans des habitudes de fonctionnement. C'est dans ce sens-là que ça peut être une opportunité d'évoluer et d'intégrer des entreprises parce que les qualités nécessaires pour embarquer des équipes au sein d'une entreprise, ça va être des qualités de leadership, ça va être des qualités de communication. Il va falloir être capable d'aller discuter avec un tel, des départements RH, des départements techniques, des départements métiers. Et c'est comme ça qu'on peut évoluer au sein d'une organisation et également faire évoluer l'entreprise en elle-même. Et là, je m'adresse également aux entreprises directement, d'apporter ce nouveau regard sur la cybersécurité et qu'il n'est pas question de technique pure, de quelque chose d'inaccessible, mais quelque chose qui peut en fait permettre de rassembler les gens, les personnalités au sein d'une société. Et ce genre de compétences, parmi vous, je suis sûr et certain, déjà de 1, vous avez déjà plus d'expérience que moi, je pense, et de 2, dans votre parcours, vous avez toutes développé des compétences recherchées et qui sont appelées compétences annexes, compétences diverses. Mais en fait, ça devient de plus en plus des compétences primaires et essentielles. La technique aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat par exemple, je reprends la casquette d'entrepreneur, le produit, la technique, c'est plus simple. On ne se pose pas la question. Mais par contre, la vision, vers où on va, pourquoi on le fait, savoir communiquer, savoir échanger, c'est quelque chose d'essentiel. Et en cybersécurité, c'est un point primordial. Je me demandais sur ça, tu parlais de la cybersécurité, quels sont aujourd'hui les secteurs sur lesquels on a des besoins, sur lesquels on recrute, sur lesquels on investit à Bordeaux.
Alors, en termes de type de profil, si c'est à ça ta question, de manière générale, dans la tech, on a tendance à recruter dans un petit peu tous les secteurs de la tech. Il y a assez peu de secteurs de la tech qui sont classés sinistrés. Il y a quelques domaines particuliers, mais ça reste très rare. On fait partie des secteurs d'activité avec les plus bas taux de chômage, toutes catégories confondues. Donc, au moment, il faut être aussi honnête, il y a du travail dans un petit peu tous les domaines. Certains sont un peu plus faciles à trouver que d'autres. Et la cybersécu, ça fait partie de domaines qui sont en train d'exploser. Il faut voir qu'il y a jusqu'à quelques années, pour une très grosse boîte de 700 personnes, il y avait une personne chargée de la sécurité informatique pour 700 employés. C'est un chiffre que je n'invente pas. C'est le chiffre que j'ai vécu chez un des gros groupes hors de jeu. Son équipe a explosé le jour où il a pu avoir 2 stagiaires. Vénédicte. Aujourd'hui, c'est un secteur qui forme et c'est un secteur dans lequel on classe des gens. Et comme tu disais, c'est un domaine dans lequel le plus gros défi, c'est d'arriver à sensibiliser l'intégralité des employés. Aussi bien pour réaliser avec eux des opérations techniques que simplement pour leur apprendre les bonnes pratiques et de quoi il faut se méfier parce que 90%, je crois, des attaques réussies, d'après les derniers chiffres que j'avais vus, se viennent d'erreurs humaines de n'importe qui dans une entreprise. Le premier facteur pour entrer dans une entreprise, c'est l'humain. Ça veut dire que pour les personnes qui font de la cybersécu, oui, il y a un bagage technique à avoir minimum. Et il y a des formations accélérées pour ça qui ont l'air très bien. Il y a des formations longues et profondes qui sont très bien aussi, mais il y a surtout un besoin de sensibiliser les employés. Pour ça, il y a besoin d'agents de cybersécu pour former les gens, pour expliquer, pour régulièrement rappeler les types de menaces auxquelles il faut se sensibiliser. C'est un travail qui est un travail de communication et qui est relatif à des postes managériaux. Donc, c'est assez peu de la technique, il en faut un petit peu, c'est beaucoup plus de la com. Et ça, c'est un des domaines qui est le plus souvent. On voit énormément également d'offres qui parlent d'IA. Alors, c'est un autre pour tout. Celui-là, c'est à prendre avec un petit peu plus de prudence. Il y a vraiment des jobs très différents là-dedans. Et il y a aussi bien des jobs extrêmement techniques que d'autres qui le sont très tôt. Il y a 6 ans de ça, 6-7 ans de ça, je travaillais dans une start-up qui faisait un agent conversationnel. Et dans les personnes qui travaillaient sur l'IA, la moitié de l'équipe, c'était de la pure technique. C'était des développeurs purs et durs. L'autre moitié, c'était des linguistes. Ces personnes étaient rattachées à l'équipe IA. J'insiste, travailler dans l'IA, ça peut être un travail technique, ça peut être un travail assez classique. On déploie des implications, les paramètres. La spécialité IA rentre d'aspiciement plus là-dedans dans autre chose. Ça peut être un travail de linguiste, ça peut être aussi un travail de manipulation de données au quotidien, de statistiques. Il y a des jobs très différents là-dedans. C'est pour ça que je suis là, je préfère éviter de trop me focaliser sur un seul aspect. L'IA, c'est un domaine très vaste. Autant la cybersécu, c'est très vaste à la fin du technique, mais on a quelques postes qui sont très, très flagrants. Autant l'IA, c'est vraiment très vaste. Et il y a quelques domaines techniques qui sont beaucoup mis en avant. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont plus demandés, significativement plus que les autres. Vous allez énormément entendre parler de JavaScript, de React, techno relative à JavaScript. C'est ça qui se fait le plus voir. C'est aussi celle où la techno de préférence change le plus vite. Donc, si vous savez toucher à ces technos-là, c'est très bien, également. Si ce n'est pas votre domaine de spécialité, si vous êtes plus sur d'autres domaines techniques, les autres aussi sont demandés. Il ne faut pas hésiter à les mettre en avant, surtout sur des candidatures spontanées. Les autres n'ont pas disparu. J'incite beaucoup là-dessus. Le reste, selon les sources, ça représente entre 50 et 80% des autres. Donc c'est là. On a parlé de cybersécurité et d'IA. Il y a un autre secteur sur lequel il y a énormément d'investissements et qui évolue beaucoup. C'est la santé, dans la tech. Je peux nous en parler ? Oui, il y a beaucoup d'évolution dans le secteur de la santé parce que c'est un secteur qui est resté longtemps hors de la digitalisation et donc qui préfère alimenter, puisqu'on a la réglementation ANSM notamment. Et du coup, il y a beaucoup de mouvements avec la modification des usages des médecins et des hôpitaux, la digitalisation.
Et donc, il y a pas mal de fintech, de start-up, de scale-up qui sont dans la health tech, dans la medtech et dans tout ce qui est médical de manière générale, avec le patient, avec les médecins, pour faciliter la vie des médecins. Il faut leur simplifier la vie parce qu'ils en ont besoin actuellement. Et pour accompagner le patient aussi dans les petits rendez-vous, dans plein de choses de sa santé. Et sur Bordeaux, c'est un écosystème qui bouge pas mal, donc qui peut être intéressant aussi. On sait qu'on a besoin d'évolution dans ce domaine-là, santé de manière générale en France. Donc voilà. Je vois qu'on a fait déjà une bonne durée, quand on prend 5 minutes depuis le lancement, il nous reste très peu de temps. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot sur cette table ronde, sur le marché de la tech à Bordeaux? Si vous avez quelque chose que vous voulez sauter et laisser à notre audience? Alors, avec plaisir. Moi, j'aimerais insister. Donc, on a vu qu'il y avait un certain décalage des compétences entre ce qui est disponible sur le marché et ce qui est demandé en entreprise. Et en fait, ce décalage, il s'agit de le réduire. Et vous, en fait, je m'adresse du coup à vous, qui potentiellement êtes en reconversion, cherchez un emploi, vous allez participer à la réduction de ce décalage des compétences. Et en fait, je reviens sur la cybersécurité parce que ça a été mon point. Notamment dans ce domaine, la diversité au sein d'une équipe est hyper essentielle. Et quand je parle de diversité, je ne veux pas juste dire homme-femme. Bien sûr, je m'adresse à vous en tant que femme, mais ce que je veux dire, c'est surtout la diversité de façon de penser dans une équipe. Et d'autant plus en cybersécurité. La capacité à faire face aux situations de stress, à répondre dans les situations urgentes. Toutes ces compétences-là, ça peut être des forces que vous avez chacune d'entre vous à mettre en valeur, couplées aux compétences techniques que Nicolas a pu exposer. Et moi, ce que je vous invite, c'est vraiment à vous former techniquement sur des compétences nécessaires qu'on peut retrouver dans les offres d'emploi, mais également mettre en avant, et plus que dans une petite case du CV, vos compétences qui peuvent apporter à une équipe dans des situations complexes que vous avez pu vivre, que vous avez pu surmonter, et c'est ce qui peut réellement faire la différence aujourd'hui. Donc, bon courage à vous. Si vous avez besoin d'aide, il faut ne pas hésiter à demander de l'aide. C'est souvent ce qu'on a tort de croire, que c'est compliqué de s'adresser à quelqu'un pour lui demander de l'aide, mais en fait, les gens aiment aider. Alors faites-le, formez-vous, même en contactant des personnes et en échangeant avec eux, on peut recevoir beaucoup d'une personne compétente et postuler à fond, aller jusqu'aux phases d'entretien. Et c'est à ce moment-là qu'il faut mettre en valeur sa personne, l'humain qu'on est et les compétences annexes qui font finalement la différence. Oui, moi, je vais vous conseiller de vous former. Vraiment, formez-vous à toutes les nouveautés, soyez curieuse, parce que c'est déjà très important dans notre monde actuel. Et n'hésitez pas à activer votre réseau. Le réseau sur Bordeaux est quelque chose de très, très, très important. Donc, parlez autour de vous, vos amis, à vos anciens collègues, parlez de votre projet, parlez des nouvelles formations que vous avez faites, parlez de votre recherche. Et vous verrez que ça va créer un art de possibilités, des nouvelles branches dans des possibilités que vous n'auriez pas suspectées. La majorité des postes sur le marché Morboss sont cachés, sont pas sur les sites d'or. Le réseau, ça, c'est un rentable. Et pour compléter, si jamais vous voulez passer des offres qui correspondent à 80% avec CV, mais il lui manque un petit quelque chose, essayez quand même. D'abord, énormément d'offres sont postées par des personnes dont le métier c'est le recrutement et pas la technique. Et elles replacent les mots qu'elles doivent passer régulièrement. Elles font un premier filtre
Et après, il faut passer aux équipes techniques qui savent un petit peu mieux ce qu'elles cherchent et qui vont peut-être récupérer des profils qui pouvaient avoir l'air moins intéressants initialement. Si vous adressez à des petites structures, il n'y a peut-être pas de RH dédié. Des petites boîtes comme la mienne, c'est souvent les personnes de la technique, des personnes des équipes qui recrutent elles-mêmes. Et des fois, on va être attiré par un profil qui est très différent de ce qu'on cherche, où il y a quand même un socle technique, mais qui ne correspondait pas à ce qu'on cherchait en premier, parce que je cherchais pour ce poste-là, mais j'ai également dedans sur l'autre poste à côté. Et celui-là, il va très bien à côté. Donc, on va prendre votre CV, même s'il ne matche pas exactement à ce qu'on cherche. Ou des fois, on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui a un profil qui correspond à ce que je cherche et que je croyais inaccessible. Des opportunités de ce type, j'en ai croisé énormément, que ce soit moi en tant que recruteur, une fois en tant que personne recrutée, ou éventuellement par réseau aussi, exactement comme tu disais. Et j'ai croisé plein de gens dans mes collègues de travail qui ont été pris sans avoir exactement le profil recherché. Alors, surtout, ne vous arrêtez pas à un petit manque par rapport à une offre, sauf si c'est marqué absolument exigé, bien sûr. Mais voilà, si vous ne vous sentez pas freiné par un mot marqué sur une offre, essayez. À force d'essayer, ça passera. Beaucoup d'une phrase quand j'étais en formation disait « ose, au pire ça marche ». Je pense que c'est une bonne phrase quand on essaie de se recruter dans une boîte, « ose, au pire ça marche ». Je suis entièrement d'accord. Et même si c'est écrit exigé obligatoirement, allez-y. Merci à tous pour